Eh bien, bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Et oui, je suis venu aujourd'hui avec plaisir, sans crainte, et avec beaucoup de détermination pour, puisque vous me l'avez demandé, vous expliquer comment le parcours d'un certain nombre d'associations dont le lien en France ont participé et continuent à participer à l'amélioration des risques, sachant que le premier droit du malade, c'est d'obtenir des soins en toute sécurité. Donc la sécurité est un préalable à l'ensemble des droits qui n'ont finalement pas beaucoup de sens si le soin est produit en insécurité et produit lui-même plus de mal que ce pourquoi est venu le malade et obtenir des soins qu'il attend. Alors, il y a une petite présentation que je ne maîtrise pas, a priori, donc qu'il faut me mettre en place. On m'a demandé de faire une présentation des dispositions relatives aux droits des malades en France. Parfait, je vous remercie. Donc, on va ensemble déployer et regarder l'ensemble des dispositions et d'en voir les cohérences et comment tout ça s'est créé depuis, alors un petit peu avant 2002 évidemment, il y avait des dispositions, on ne peut pas dire qu'avant 2002 les malades n'avaient pas de droits, mais il y a une prise de conscience forte en 2002 qui aboutit à une loi spécifique, dite loi Kouchner, sur les droits des malades. Et lien, ça veut dire lutte, information, étude des infections nosocomiales. L'association s'est créée dans les suites directes de l'affaire de la clinique du sport à Paris, donc 1997, où pour la première fois on a un scandale sanitaire très médiatisé relatif aux infections nosocomiales. La France entière, y compris beaucoup de soignants qui soit connaissaient pas le mot, soit disaient plutôt nocosomiales, apprennent ce que sont les infections nosocomiales. Et c'est un vrai choc dans la population, puisque l'étude de prévalence qui finalement n'avait qu'un an, en 97, la première étude de 96, les chiffres n'avaient jamais été communiqués, ça restait un sujet extrêmement médical et qui intéressait que quelques hygiénistes et infectiologues, et tout d'un coup les chiffres ont été publiés, et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il y a 7,5% des hospitalisations qui se terminent avec une infection associée aux soins qualifiée de nosocomiale. Et c'est cette prise de conscience qui va déployer ensuite l'ensemble des dispositions que vous connaissez sûrement sur la lutte contre les infections nosocomiales. Et donc on est passé d'un sujet très technique et médical à une prise de conscience grand public hyper relayée par les médias qui a abouti à la création du lien, donc la mobilisation patient, et derrière à une prise en compte politique par le personnel politique du pays à ce moment-là, c'est-à-dire le ministre de la Santé et le Premier ministre, qui ont demandé au ministre de la Santé, donc de l'époque, de prendre des initiatives pour démontrer qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état et qu'il faut s'améliorer. La loi du 4 mars 2002 reprend un certain nombre de dispositions issues du traumatisme de 97. Donc dès 98, on a les premiers états généraux des malades atteints du cancer, et Bernard Kouchner lance en 99 les états généraux de la santé, donc organisés par le gouvernement. Plus de 1000 réunions publiques vont avoir lieu pendant presque un an. Et on commence à avoir une pression forte des associations qui se sont regroupées au sein d'un collectif dès 1996. Pourquoi ? Parce que les ordonnances qu'on appelait les ordonnances Juppé, Bernard Juppé, qui était à ce moment-là Premier ministre, ont pour la première fois rendu obligatoire la présence d'au moins un représentant d'association dans les conseils d'administration des hôpitaux publics. Et donc les associations se sont regroupées, les plus grosses, 6 simplement, 6 grosses associations, pour organiser les nominations et par ailleurs mutualiser les moyens pour former leurs représentants. Et c'est à ce moment-là qu'on a le prémisse, le début d'un regroupement interassociatif qui va devenir, et ça sera la dernière slide, vous verrez, un mouvement politique dans le bon sens du terme, représentant les usagers et les cotisants
dans les instances de santé. Donc une première étape en 2002 avec la loi du 4 mars 2002 et une étape la plus récente de janvier 2016 sur une loi santé, la loi de la modernisation du système de santé, et on va regarder ensemble de quoi on parle. Les deux piliers des droits des malades en France, c'est d'un côté la mise en place de la démocratie sanitaire, qui est un terme inventé par Bernard Kouchner à ce moment-là, quand on lui a dit « mais c'est quoi votre loi ?» Il a eu une sortie fulgurante comme il sait les avoir. Il a dit « ma loi, c'est la mise en place de la démocratie sanitaire ». Et finalement, la démocratie sanitaire, c'est d'un côté la représentation politique des usagers du système de santé dans les instances de santé, et de l'autre côté, le respect des droits de ces mêmes usagers à travers un corpus réglementaire et législatif très structuré et fort. On a, en termes de structuration intellectuelle et de la pensée, deux éléments structurants. D'un côté, les droits individuels des personnes malades, et de l'autre côté, les droits collectifs. On voit bien que droit collectif, c'est la partie politique, et de l'autre côté, droit individuel, tout le monde comprend. Sur les droits individuels, qui sont renforcés à partir de 2002. Évidemment, le droit à l'accès aux soins, droit universel, le droit à la qualité et à l'information sur la qualité. Alors vous verrez que cette notion de « je fais quelque chose », c'est-à-dire en tant que pouvoir public, je mets en place des dispositions sur la qualité, mais j'en rends pas compte au public, sur le soin, c'est terminé. Si je mets en place des dispositions sur la qualité, c'est que derrière, je sors des indicateurs que je rends publics. La protection juridique de l'intimité. Alors, tout ça sort, pour comprendre, des états généraux de la santé. Je vous ai dit 1000 réunions pendant un an, ça a été considérable. Et la protection juridique de l'intimité, c'est qu'il y avait réellement, dans les réclamations des patients, et on rentre dans ma chambre comme dans un moulin, c'est plus acceptable. Et il faut légiférer, il a fallu légiférer. Le droit d'être informé, de participer aux décisions concernant sa santé, c'est la fin de la médecine dite paternaliste. C'est le malade qui prend les décisions avec le médecin, et non pas l'inverse. L'observation du respect des droits, évidemment, et l'indemnisation des accidents médicaux qu'on va voir après. Le droit à l'accès aux soins, tout un certain nombre de dispositions que vous connaissez, la charte du patient hospitalisé qui est affichée dans tous les hôpitaux, voire même dans les chambres, la permanence des soins, l'accès aux soins des plus démunis, qui est une priorité et qui permet aux personnes qui n'ont pas de revenus de pouvoir être assurés sociaux. Aujourd'hui, dès qu'une personne est sur le territoire national en matière de soins, elle sera prise en charge. Et pour les personnes étrangères, l'aide médicale d'État que vous connaissez. Le droit à la qualité et à l'information sur la qualité des soins. On a évidemment ce qu'on appelle la certification d'établissement, c'est l'accréditation. Ça s'est longtemps appelé accréditation, puis un jour, on a quelqu'un du collège de l'HAS, c'était le professeur du Bernard, que j'aime beaucoup, puisque c'est le parrain du lien, qui a dit non, il faut appeler ça certification, parce qu'on va se mélanger les pinceaux. Du coup, on a tout mélangé aujourd'hui. On a tout le monde qui appelle la démarche que vous connaissez accréditation, sauf les Français qui l'ont appelée accréditation jusqu'en 2005 en gros, et qui depuis l'appellent certification, donc on s'est encore plus mélanger les pinceaux qu'avant. Mais on parle bien de l'accréditation. Renforcement de la lutte contre les infections nosocomiales avec la mise en place des CECLIN qui sont des clins régionaux, les ARLIN aussi qui sont au plus près des établissements, et le Haut Conseil de santé publique qui est une structure qui, comme son nom l'indique, conseille les pouvoirs publics et donne des avis sur tout ce qui relève de la sécurité du patient. La mise en place des tableaux de bord sur les infections nosocomiales, je ne vais pas vous faire une présentation spécifique sur les infections nosocomiales, mais il s'agit là d'une des demandes qui était dans le cahier des charges de la création du lien. Nous avions compris, nous, en tant qu'usagers non spécialistes, que la transparence était le préalable à l'amélioration de la qualité.
certes la mise en place de moyens de la part des pouvoirs publics pour aider les professionnels à se mettre à niveau était indispensable, mais derrière, il fallait mesurer le chemin parcouru pour chaque établissement, et donc c'est l'arrivée des tableaux de bord. Alors ces tableaux de bord arrivent en 2006, ils vont être diffusés à partir de novembre 2006 tous les ans, pour reprendre les éléments de l'année précédente, l'année 2005. Il faut savoir que la démarche a été initiée en 2003. Et c'est l'Institut de la veille sanitaire qui a eu, de la part du ministre, une feuille de route, une commande, pour déterminer les indicateurs. Et évidemment, le lien a été extrêmement impliqué sur le sujet. Je répondrai d'ailleurs à vos questions là-dessus si vous en avez. La prise en charge de la douleur, le droit de mourir dignement. On a une disposition en 2016 que vous avez là, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, etc. Ça, c'est une disposition extrêmement récente. On n'est pas encore, évidemment, dans l'euthanasie telle que le grand public peut le dire, mais on s'approche d'éléments qui peuvent y ressembler. Le déploiement du programme national de sécurité du patient initié donc en 2015 et qui commence à se déployer dans les établissements. Mais alors typiquement, vous voyez une disposition qui n'a pas fait suffisamment l'objet de communication vers le grand public. Donc on est typiquement dans des dispositions lourdes, structurantes, pour lesquelles le grand public n'a aucune connaissance. Je pense qu'il n'y a pas un Français sur 10 000, en dehors de ceux qui sont professionnels de santé, qui connaissent, et encore je ne suis pas sûr que dans tous les hôpitaux, tous les agents connaissent le PNSP. Et Scope Santé, par contre, qui commence à avoir une vraie visibilité, qui est un site internet qui regroupe l'ensemble des indicateurs par établissement, et qui est appelé à être de plus en plus vu, reconnu et structuré avec de nouveaux indicateurs qui vont bientôt arriver. Le programme national de sécurité du patient, je vais vite passer, il y a 4 axes: le renforcement de l'information du patient, la mise en place des déclarations de IG, de mémoire grave, l'amélioration de la culture de la sécurité des soins et tout ce qui va avec en termes de pédagogie, et le développement de la recherche sur la sécurité des soins, donc un volet recherche. Les associations ont été extrêmement impliquées aussi sur ce programme, et je dis en ce qui me concerne, moi, porteur du lien, les messages du lien pendant cette période-là, la vraie question c'était quels sont les outils qu'on peut utiliser pour que le patient puisse lui-même, quand il est hospitalisé, signifier des dysfonctionnements qu'il constate et qui soient traités avec un retour qui puisse lui être fait sur la certitude qu'il y a eu une réponse. C'est pour l'instant, ça a été retenu, on attend la mise en œuvre. La protection juridique de la personne dans son intimité, qui est devenu un droit, avec évidemment derrière le secret professionnel, qui est absolument incontournable, heureusement. Le droit d'être informé, de participer aux décisions. Donc vous avez, ça peut aller de choses assez basiques de type plan de l'établissement, jusqu'à la saisine de la commission de relations avec les usagers, qui est devenue la CDU, commission des usagers, on en parlera tout à l'heure, qui regroupe, en fait, qui gère les réclamations dans l'établissement, avec un volet sécurité des soins. C'est-à-dire que lorsque il y a un sujet de sécurité des soins dans la réclamation, il va y avoir la question de la mise en place des mesures correctives est posée immédiatement, et de ce point de vue-là, l'établissement est obligé, devant les représentants d'usagers qui siègent à cette commission, de s'expliquer sur les mesures correctives mises en œuvre. Dans le dispositif CRU, ça n'a pas suffisamment bien fonctionné. Tous les établissements n'ont pas joué le jeu, et fort de ce constat, dans la loi 2016, vous allez le voir, la question du retour d'expérience, de la mise en place et de la transparence est clairement explicitée dans la loi. C'est exactement cette diapo, donc les CDU, et vous voyez l'évolution concernant les EIG. La CDU doit être informée des EIG, c'est le texte législatif, leurs analyses et les mesures correctives mises en œuvre. Ça ne peut pas être plus clair. La mise en œuvre des CDU, si mes souvenirs sont bons, c'est novembre-décembre de cette année, c'est tout de suite.
les établissements, les décrets sont sortis en juin, et les établissements avaient 6 mois pour se mettre en conformité. Donc les CDU recueillent les observations des associations bénévoles qui travaillent dans l'établissement. Il faut être agréé par l'établissement pour pouvoir travailler auprès du lit du malade en tant qu'association bénévole. La CDU peut proposer un projet usagé. Ça marche pas là? Ça va, non? Si? Non? Ça va. Pour la première fois, le président de la CDU peut être soit le directeur, mais un représentant des usagers, et on a de plus en plus d'établissements qui ont décidé de confier la présidence de cette commission à un associatif. Le droit d'être informé sur son état de santé, c'est tout le sujet du consentement. On ne peut pas imposer un soin. C'est le malade qui apprécie le bénéfice-risque, et lorsque le consentement n'est pas documenté dans le dossier patient, et qu'on se retrouve devant un tribunal, le professionnel de santé est condamné sur le principe de la perte de chance. Alors quelle perte de chance? Eh bien précisément de ne pas pouvoir avoir apprécié le rapport bénéfice-risque. Évidemment, ça a ses limites. Les limites, c'est lorsque le risque attendu, c'est la mort. En d'autres termes, on a plusieurs jurisprudences, les juges derrière ont dit « Ok, il n'y a pas eu d'information, d'un autre côté, si ce soin-là n'avait pas été fait, vous seriez décédé. Donc, vous n'auriez jamais refusé le soin compte tenu du risque. » Mais à l'inverse, il y a un certain nombre de soins sur lesquels le sujet de vie ou mort n'est pas posé, et sur lequel moi, en tant qu'adulte, je dois donner mon consentement. Et si je n'ai pas eu la chance de ne pas le donner parce que je ne pouvais pas apprécier le bénéfice-risque, eh bien, le soignant est en situation de pouvoir en rendre des comptes, devoir en rendre des comptes. La charge de la preuve incombe aux professionnels de santé, sur l'information donnée ou pas. Ensuite, on a tout ce qui est personne de confiance, en fin de vie, lorsque vous n'êtes plus en capacité de pouvoir donner un avis sur le soin parce que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous exprimer, vous avez désigné une personne de confiance, qui n'est pas forcément qui est un proche, mais qui est la personne que vous souhaitez vous en tant que malade. Ce n'est pas la même chose que la personne à prévenir en cas de problème, c'est vraiment une personne de confiance que vous avez désignée. En cas de décès, la famille a le droit d'être informée des causes du décès. Là, c'est tout le sujet sur la sécurité du secret médical et la protection de la personne décédée. Le fait que les familles soient informées des causes du décès ne s'oppose pas au secret médical. Ce n'est pas un sujet facile, il a fallu revoir la réglementation et la loi. Sur le plan éthique, c'est très touchy, je dirais. Le malade est informé des éventuels coûts qu'il devra supporter à l'occasion d'un soin, c'est la notion de devis obligatoire, lorsqu'il y a un reste à charge pour le malade. Décision concernant consentement et refus. Le malade, la pierre angulaire de la loi, c'est en Italie, toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, la décision concernant sa santé. Kouchner a estimé que cette phrase était la pierre angulaire de cette grande loi. La personne de confiance, je viens d'en parler, je ne vais pas y revenir. Les mesures phares de la loi du 4 mars, l'accès direct au dossier, grand débat jusqu'en 2002, avec beaucoup de contre, quelques pour. S'il y a une disposition qui est passée au forceps contre l'avis de la plupart des professionnels de santé à l'époque, c'est bien celle-ci. Accès direct par consultation dans l'établissement de santé, hôpital ou clinique, mais aussi accès indirect par l'intermédiaire du médecin désigné par le malade. Il faut savoir qu'avant 2002, le seul accès possible était par l'intermédiaire d'un médecin. Évidemment, aujourd'hui, vous avez un accès direct, soit en allant consulter, soit en demandant à ce qu'on vous envoie l'ensemble des pièces. Par contre, les coûts d'envoi et de reproduction des documents restent à la charge du demandeur. Ne sont pas concernées, évidemment, les informations obtenues d'un tiers. Mon mari est alcoolique, mon mari est violent, enfin. Ce sont des informations obtenues qui n'ont pas été forcément validées.
mais elles sont importantes à connaître, en tout cas pour le soignant, et les fameuses notes personnelles du professionnel de santé. Seuls les ayants droit peuvent obtenir les pièces d'une personne décédée, hein, ce dont on parlait, et à partir de 2016, la notion d'ayant droit est étendue aux personnes taxées. C'était une demande forte en 2015. Les modalités d'accès, 8 jours pour un dossier de moins de 5 ans, 2 mois pour un dossier de plus de 5 ans, 2 mois pour des données issues d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte, voilà, et l'envoi postal et la reproduction payante. Un petit scope sur l'indemnisation des accidents médicaux. Donc le sujet était l'indemnisation de l'aléa thérapeutique. En 2000, on a eu une jurisprudence de la Cour de cassation dite compassionnelle d'un jeune homme qui s'est retrouvé tétraplégique à la suite d'une chirurgie extrêmement banale. Si mes souvenirs sont bons, c'était une appendicite. Aucune faute n'a été démontrée pendant les expertises, et donc tout naturellement la Cour d'appel n'a pas condamné les soignants. Et les juges ont considéré que les conséquences par rapport à l'acte étaient tellement gravissimes qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir de faute. Et c'est pas parce qu'on l'avait trouvé qu'il n'y en avait pas. Et donc ils ont préjugé de la faute au regard des conséquences. Au regard des conséquences. Évidemment, c'était la porte ouverte à une dérive en termes de responsabilité. Et ce que nous disait la Cour suprême en France, la Cour de cassation, c'était de dire, écoutez, il y a un aléa thérapeutique, on ne peut pas laisser cette personne-là dans cet état et ne pas reconnaître si ne s'est pas passé quelque chose, au moins la reconnaître et l'indemniser. Et donc le sujet, ce n'était pas une condamnation pénale, hein, bien entendu, c'était une condamnation à l'indemnisation. Fort de cette jurisprudence qui a accéléré le mouvement sur la nécessité d'une loi et la création d'un fonds public qui permette, comme on le fait pour les accidents de la route, lorsque vous êtes victime d'un accident de la route et qu'il n'y a pas de tiers responsable parce que la personne a pris la fuite et qu'on ne l'a jamais retrouvée, eh bien vous êtes indemnisé quand même sur un fonds public, et c'est au même titre que le fonds sur les attentats dont on a parlé récemment. Tout ça s'est abondé sur une cotisation de quelques euros prise sur l'ensemble des contrats d'assurance au niveau national. C'est mutualisé sur l'ensemble des Français. Sur les infections nosocomiales, ça a été une grande victoire du lien, aidée par la jurisprudence aussi. La disposition, elle est simple, le doute profite à la victime sur les infections nosocomiales. Alors pourquoi? Clinique du sport, vous savez ce qui s'est passé, on est dans tout ce qu'il ne faut pas faire. Réutilisation d'appareils jetables à usage unique, stérilisation, enfin, grand terme, décontamination avec du Sidex et ensuite rinçage à l'eau du robinet contaminée, mais rinçage à l'eau avec l'eau des lavabos des chirurgiens, donc filtrés, sauf que l'information judiciaire va démontrer que les filtres n'étaient jamais changés, enfin une fois tous les 6 mois. Donc des décharges très significatives de mycobactéries atypiques, a priori absolument pas dangereuses pour l'homme, on en boit tous les jours dans notre eau, mais qui là est devenu pathogène. Et donc les trois premières victimes avant la sortie du scandale dans la presse en 1997, qui avaient déposé des recours, avaient toutes les 3 perdu, parce qu'elles n'apportaient pas la preuve de la faute. Et lorsque moi-même, puisque j'étais à ce moment-là, j'avais créé l'association avec mon épouse, lorsqu'on a amené ces 3 personnes à témoigner devant la presse en expliquant que finalement, sur ce qu'il y a de pire, ce qu'on n'a jamais eu de pire en termes de non-conformité, c'était même de délinquance là, si ce type de délinquance, on n'arrivait pas à démontrer par l'expertise la faute, à quel moment, quand on arrivera à la démontrer? Si là on ne peut pas la démontrer, c'est-à-dire que jamais on peut la démontrer. Et que dans ces conditions, le doute doit profiter à la victime. Et ce n'est pas lorsque le patient est allongé, en train de dormir, et coupé en 2 sur la table d'opération, qu'il peut en même temps surveiller ce que fait l'équipe médicale. Donc la conséquence de cette disposition, enfin de ce constat en 1999, c'est le retournement de la charge de la preuve. C'était plus
aux victimes de démontrer la faute, mais aux médecins de démontrer qu'il n'y a pas eu de faute. C'est une amélioration. Conséquence de la loi, naturellement, responsabilité sans faute des infections nosocomiales, un peu comme si vous êtes renversé par une voiture sur un passage clouté, on ne va pas chercher midi à 14h, forcément, il y a une responsabilité. Alors, je ne vais pas m'étendre, le doute profite à la victime, je viens d'en parler. Le dispositif. Vous avez un dispositif qui s'appelle l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Ce dispositif est financé sur fonds publics par l'assurance maladie. Il est stabilisé en termes de nombre de personnes qui envoient un dossier. Hein, les sollicitations tournent de 5000 par an. On n'est pas du tout sur le raz-de-marée que redoutaient les assureurs en 2002. Pas du tout. Alors, d'un autre côté, l'ONIAM, la loi, propose et impose des critères de recevabilité. Il s'agit de gravité. Vous avez 3 critères qui ne sont pas cumulatifs, c'est l'un ou l'autre. Le premier, c'est un taux d'invalidité judiciaire, 24%. 24%, pour vous donner une idée de ce que ça donne, une amputation au-dessus du genou, vous êtes à 24%. Sous le genou, vous n'y êtes pas. Donc, c'est un niveau élevé. Sur la clinique du sport, 60 victimes, on n'en a que 2, dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 24%. Donc, ce sont des accidents aux conséquences très graves. Si vous n'avez pas 24%, mais que si vous avez 6 mois d'arrêt de travail, d'invalidité totale, vous êtes aussi admissible. Et on a le troisième, les troubles particulièrement graves dans l'existence. Et ces troubles particulièrement graves, ça peut être la perte d'un métier. L'exemple facile qui permet de comprendre ce qu'a voulu le législateur, vous êtes violoniste, vous perdez à cause d'un accident médical l'usage du petit doigt, que l'accident soit responsable ou pas d'ailleurs, vous avez perdu votre métier. En termes d'invalidité, c'est 1%, mais en termes de conséquences, pour vous, c'est des troubles particulièrement graves. Vous ne pouvez plus enfanter, vous avez sur une conséquence grave pour une femme qui ne peut plus avoir d'enfant, on enlève les trompes par exemple, vous avez 50 ans, c'est pas le même sujet que si vous en avez 20. Donc 5000 dossiers qui sont instruits chaque année, et sur 5000 dossiers, en gros, vous en avez 2000 qui ressortent avec des droits. Les 3000 autres sont soit pas des accidents médicaux, tout simplement, soit des accidents médicaux dont le plus souvent le seuil de gravité n'est pas atteint. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de droit, ils peuvent aller devant le juge. En fait, la réalité, c'est que ce dispositif a fait tomber le nombre de réclamations et le nombre d'indemnisations à verser par les assureurs. Ces indemnisations, globalement, augmentent en termes de coûts pour les assureurs, parce que les soins sont de plus en plus chers et que la sécurité sociale a un droit inaliénable de se faire rembourser par l'assureur plus responsable, que ce soit un accident de voiture ou un accident médical, les conséquences médicales, les frais, les soins engagés. Par contre, les indemnisations versées aux victimes ne sont pas très élevées en France par rapport aux États-Unis, par exemple. Mais ça a fait complètement tomber ce type de dossier. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez devant l'ONIAM, les 3000 dossiers qui repartent avec aucun droit parce que seuil non atteint, eh bien, ces gens-là, en général, ne vont pas devant les tribunaux, puisqu'on leur explique par ailleurs que le seuil de gravité est faible, donc l'intérêt à agir l'est tout autant. Quelques éléments, là. Donc lorsqu'il s'agit d'une faute, notamment sur les infections nosocomiales, alors, non, je vous dis des bêtises, on va faire le nosocomial à part. Lorsqu'il s'agit d'une faute hors nosocomiale, c'est renvoyé vers l'assureur. L'assureur a 4 mois pour faire une offre et indemniser la victime. S'il ne fait pas d'offre, alors entre-temps, l'offre ridicule a été considérée par le Conseil d'État comme une non-offre. L'offre ridicule, on a un ABAC, hein, c'est 10%. Alors 10-15%, on ne veut surtout pas mettre de chiffres, parce que, évidemment, si c'est 10%, il y en a certains qui se mettront à 9, à 11 systématiquement. Enfin, on a eu une affaire qui a été jugée, c'est une affaire qui était chiffrée à 50 000 €, où l'offre qui a été faite était de 5 000. Donc là, ça a été considéré par le tribunal comme une non-offre. Donc lorsqu'il n'y a pas d'offre faite, c'est au bout de 4 mois,
suite à l'avis de la commission, de la CRCI, c'est-à-dire que vous avez une commission dans chaque région, au niveau national, qui fait l'instruction, dans laquelle vous avez des médecins, des directeurs d'hôpitaux, des juristes, et un tiers de la commission est composé de représentants d'associations agréées. Lorsque vous avez, au bout de 4 mois, pas de suite donnée par l'assureur, alors que la commission estimait qu'il y avait un assureur engagé, eh bien c'est l'ONIAM qui indemnise la victime en fonction d'un barème qui est public et qui est publié sur son site. C'est un barème qui en gros est un mixte entre les juridictions administratives et civiles et qui est une moyenne et qui permet à la victime d'être indemnisée. Ensuite, évidemment, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime, c'est-à-dire que c'est l'ONIAM qui assigne l'assureur et qui va rechercher l'indemnisation qu'elle a versée auprès de la victime, sachant que toutes les sommes versées aux victimes restent aux victimes. Même si l'ONIAM ne gagne pas devant le tribunal, eh bien, j'allais dire, tant pis pour elle, on ne demande pas le remboursement à la victime. Ça a été une bataille de haute lutte à obtenir cette disposition. Pour les infections nosocomiales, on est dans la responsabilité sans faute. Alors les assureurs ont dit oui, mais en gros, la science nous dit qu'une infection sur 2 est évitable et comment moi, et donc 50% serait inévitable. Ça peut 50, 40, 60, 50, 50. On est à peu près là-dessus. Question, comment moi, en tant qu'assureur, je peux assurer les conséquences d'un événement inévitable. Par définition, si c'est inévitable, c'est pas assurable. Donc il a fallu trouver un munus vivendi qui a été trouvé 1 an après le vote de la loi pour considérer que toutes les infections en dessous d'un seuil de gravité fixé à 24%, évitable ou pas, pour éviter d'avoir le sujet d'évitabilité dans les expertises. Donc toutes les infections dont les conséquences sont inférieures à 24% relèveront de l'assurance et tout ce qui est à 24% et 25% et au décès relèveront de l'ONIAM, c'est-à-dire de la solidarité nationale. Du coup, chacun a sa partie d'infection indemnise, d'infection évitable, pas évitable. Encore une fois, le but de l'opération, c'était un grand combat du lien, c'était d'éviter d'avoir des experts qui doivent déterminer le caractère évitable ou pas, parce que le risque, c'était que toutes les infections deviennent parfaitement inévitables. Et c'était, du coup, la fin de la prévention. On arrive à la fin, démocratie sanitaire, donc les droits collectifs. Vous avez en gros 3000 mouvements liés à la santé en France, et vous avez un peu moins de 130 associations qui ont obtenu un agrément de l'État sur cahier des charges, avec une commission qui a été spécifiquement faite, qui instruit les demandes des associations, et ce sont ces 130 associations qui, au niveau national, peuvent siéger dans les instances. Et vous avez beaucoup plus d'associations qui ont obtenu un agrément régional, parce qu'elles œuvrent au niveau de la région, et elles aussi ont reçu un agrément, mais elles pourront siéger dans les instances exclusivement régionales. Les associations ayant un agrément national peuvent siéger dans les instances régionales, nationales et régionales, bien entendu. Donc je viens d'en parler, l'agrément, il est structurant, l'agrément. C'est quelque chose d'important, ça a fait grand débat avec les élus, qui estimaient eux aussi représenter les usagers, tant de la santé qu'autre chose, et il y a eu une bataille assez dure aussi avec les syndicats qui sont représentés à l'assurance maladie, puisque les syndicats ouvriers, donc de travailleurs mais aussi d'employeurs, représentent les cotisants. Alors est-ce qu'il faut, c'est quoi un cotisant, c'est quoi un usager, c'est quoi un malade? Vous voyez, le débat, il n'est pas terminé. Certains refusent de parler d'usager du système de santé, mais pas faire le mot malade. Sauf qu'on peut être usager du système de santé sans être malade, l'accouchement étant un exemple. Agrément national, régional. Les critères de l'agrément, il faut que l'asso ait au moins 3 ans, une action d'information et de formation prouvée et démontrée, une indépendance des professionnels de santé, c'est un point important, c'est-à-dire que dans les instances de l'asso, dirigeantes, c'est-à-dire bureau ou conseil d'administration, si vous avez une majorité de professionnels de santé, elle ne peut pas obtenir son agrément mécaniquement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des professionnels de santé, mais ils ne peuvent pas être majoritaires, tout simplement. Autrement, il ne peut pas être catalogué d'association d'usagers. Ça a été un vrai sujet pour un certain nombre de grandes associations sur les pathologies comme le cancer, par exemple, qui ont dû revoir leurs instances pour la rééquilibrer dans le sens de la loi. Le nombre de leurs adhérents qui doit être en équation avec leurs objectifs. L'idée étant de mettre
ne pas mettre un plafond de verre, parce qu'autrement c'était l'exclusion des associations liées à des maladies, rares, évidemment. Il fallait faire extrêmement attention à ça. On ne peut pas en même temps s'occuper de maladies rares et espérer 3 millions d'adhérents, ça n'a pas de sens. Une commission nationale de l'agrément, c'est le ministre qui livre l'agrément, et les préfets nationaux et le préfet d'agrément régional, mais ce sont bien les autorités. La représentation nationale dans toutes les instances concernées, l'assurance maladie, les conseils d'administration, conseils de surveillance des hôpitaux, les CDU, les CLIN, on a un représentant d'usagers par CLIN, l'Office national d'indemnisation, les commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, l'ensemble des agences sanitaires, l'HAS de façon très récente. Au total, on a 5000 représentants qui couvrent le territoire dans l'ensemble des instances. Et dernière diapo, la loi de santé 2016 qui crée l'Union nationale des associations agréées de systèmes de santé. Alors ça, c'est un pas extrêmement attendu, proposé dans deux rapports rendus au ministre depuis 2012, notamment un rapport que j'avais rendu en 2012 au ministre de la Santé pour les 10 ans de la loi Kouchner. Il fallait une instance politique qui représente l'ensemble des associations agréées et que tout texte, toute initiative parlementaire en matière de santé soit soumise à cette démocratie sanitaire, à cette représentation politique des associations. L'idée a fait son chemin, puisqu'au bout de 4 ans, finalement, l'État a reconnu cette légitimité. Donc le dispositif est en place. Alors quand je dis il est en place, la loi a été votée, on attend les décrets. Le financement se fait par la Sécurité sociale, par le PLFSS. Si tout se passe bien, tout sera en place à la fin de l'année, avec un démarrage en 2016. Donc la loi décrit les missions, je viens d'en donner. C'est évidemment d'animer le réseau associatif, y compris en région, représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, proposer à la ministre, enfin là c'est à la, mais c'est au ministre chargé de la santé, la liste des associations qui vont former les représentants d'usagers, sachant que ces formations sont financées pour la première fois. On indemnise les personnes lorsqu'elles font des formations et les formateurs, on a aussi des budgets pour payer les formateurs. Ça a été un grand sujet, parce que faire une démocratie sanitaire avec des représentants d'usagers bénévoles qui ne connaissent pas le système de santé et qui n'ont aucune compétence, eh bien on avait malheureusement des faire-valoir. Pas toujours, mais souvent. Ce que nous, dans notre jargon, on appelait pot de fleurs. C'est-à-dire des gens qui étaient là et qui avaient le mérite de représenter la démocratie sanitaire au sein de l'établissement, mais qui ne comprenaient pas ce qui se passait autour d'eux. Il a fallu donc 12 ans, 13 ans, 14 ans pour obtenir ces formations rendues obligatoires et financées. Et puis, une disposition importante, c'est l'action en justice, donc la class action santé en France, qui a été décidée par la loi santé de 2016, qui va permettre, sur un scandale sanitaire qui touche plusieurs personnes, une seule action pour toutes les personnes, comme on l'a dans la consommation, ce qu'on appelle la class action aux États-Unis. Donc c'est très nouveau, ce sont des dispositions particulières pour la santé, et comme elles sont finalement assez lourdes, le législateur a estimé que l'UNAS pourrait conduire l'ensemble des actions de groupe menées par des associations agréées et venir en soutien pour pouvoir aider les associations agréées à la mise en œuvre et la mise en place de ces actions de groupe. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le droit des malades en France, et je répondrai évidemment à toutes vos questions. Merci beaucoup, Alain Michel. Alors, on peut reconnaître qu'à travers cette présentation, sans Alain Michel Serretti, on n'en serait pas à ce point. Les progrès qui ont été faits en France, on le lui doit. C'est véritablement, il est toujours excessivement actif et il a un rôle d'innovateur, mais de novateur, mais aussi de fédérateur dans le champ de la santé. On va tout de suite donner la parole à Karim Daribi et on reviendra vers les deux conférenciers. Merci encore, Alain Michel. Bonjour tout le monde.
Merci, je suis très content d'être à la deuxième, aux deuxième journée de la Soutouche du Reste, parce que l'année dernière, j'étais d'ailleurs le seul Français qui a fait le déplacement à Tunis dans des conditions qui étaient à la fois agréables mais difficiles. Hein, donc je vais vous parler des droits des personnes malades et l'accréditation. Donc je pense qu'Alain Michel Siriti vous a parlé en fait du dispositif français de la démarche relative aux droits des personnes malades. Et de mon côté, je vais vous parler de l'expérience, française dans le manuel et la démarche du dispositif d'accréditation français. Qui traduit en effet le dispositif des droits des malades qui existe dans la loi Kouchner présentée par Alain Michel dans notre démarche d'accréditation. Juste d'abord, qu'est-ce que l'accréditation ? C'est d'abord un processus d'évaluation externe effectué par des pairs. C'est une évaluation transversale de la dynamique engagée au niveau de l'établissement. Et le but, c'est de mettre en place une dynamique d'amélioration de la sécurité des soins et l'amélioration de la qualité des soins. Donc, il y a derrière cette accréditation à la fois donc une valeur, donc création de valeur en fait pour le malade, et aussi une performance pour l'établissement. C'est un outil qui nous permet d'évaluer la valeur pour le malade et sa performance et la performance de l'établissement hospitalier. Le Mac, le PC. J'arrive. Voilà. Donc il y a derrière ça un aspect lié au droit et un aspect lié à l'éthique médicale très important. Là, c'est le technicien en fait. L'accréditation, merci, c'est d'après l'ISQOA, c'est l'organisme en fait international qui s'occupe des démarches qualité et d'accréditation à l'échelle internationale, a défini l'accréditation comme un processus d'auto-évaluation. Donc il y a un processus, une démarche qui commence par un travail interne au sein de l'établissement d'amélioration, de dynamique qualité, de sécurité, de droit, donc de performance en général, et ensuite d'évaluation externe par des pairs utilisés par des établissements de santé pour évaluer leur performance de façon adéquate par rapport à des normes préétablies. Donc il y a derrière toute démarche d'accréditation à la fois donc un processus interne, une évaluation externe, mais elle est basée cette démarche sur des normes préétablies, ce qu'on appelle en fait le manuel d'accréditation. C'est aussi une reconnaissance publique par un organisme d'accréditation national de la conformité avec des normes d'accréditation. Donc l'aspect relatif aux normes est très important. Ces normes, on appelle aussi les référentiels, les manuels, donc c'est la base de la démarche. Et donc elles sont basées sur des objectifs qui ont été déterminés par les pairs en fait de la qualité des soins à l'échelle internationale, qui souhaitent créer des soins qu'on appelle sûrs. Donc sûr, ça veut dire sécurité, donc l'enjeu de la sécurité est très important. D'ailleurs, si on est là aujourd'hui, c'est pour la sécurité des soins, puisqu'on est surtout GRS. Centré sur le malade, c'est un point très très important. Donc vous voyez, donc c'est mis en rouge. Donc l'aspect centré sur le malade, c'est une traduction de ce qu'on appelle en France la démocratie sanitaire, donc tout l'enjeu des droits des malades, mais pas que, donc faire du malade un acteur efficace, donc l'efficacité des soins, efficient, c'est l'argent, équité,
équitable, c'est-à-dire on offre des soins à toute la population de la même façon, d'où l'enjeu de la médecine factuelle que vous connaissez, l'evidence-based medicine, et le développement en fait de standardisation des pratiques, ou l'homogénéisation des pratiques de soins, et à temps. Donc c'est l'aspect temps qui est très important. Ce sont des exigences élaborées par des professionnels auxquelles doit répondre l'entité pour atteindre l'objectif de la qualité, de la sécurité et des droits. Donc, dans le manuel de la Haute Autorité de Santé, on a mis en place des pratiques exigibles et prioritaires. Donc, il y a un ensemble de critères, un ensemble de référentiels, en fait, et dans ces référentiels, il existe des pratiques exigibles et prioritaires. Dans ces pratiques-là, il y a en fait une volonté d'exprimer l'importance du droit des malades, puisque ces pratiques exigibles et prioritaires représentent une base, c'est-à-dire sans ces pratiques-là, on ne peut pas en fait offrir des soins de qualité, des soins en fait sûrs et des soins qui répondent aux droits du malade. Et vous voyez donc les pratiques exigibles et prioritaires qui se trouvent en fait dans le manuel français de la Haute Autorité de Santé. Ça tourne autour du droit des patients, donc qui a été évoqué par Alain Michel Serretti. Le parcours du patient, l'identification du patient, donc c'est un enjeu aussi à la fois du droit du malade mais aussi de la sécurité des soins. La prise en charge de la douleur, donc la douleur c'est un droit, donc la gestion du dossier du patient, notamment comment en fait comment on gère le dossier du patient dès l'arrivée du malade jusqu'à sa sortie, et puis les archives et puis l'accès du patient à son dossier. Et puis tout le reste, en fait, qui sont des sujets importants comme la prise en charge, en fait, aux urgences, l'imagerie, au bloc opératoire, les patients en fin de vie, donc tout ce qui relève donc des soins, en fait... je trouve plus le mot. Palliatif, merci. Donc, dans le manuel de la HAS, il y a un chapitre qui est dédié à la prise en charge du patient. Dans ce chapitre, il y a pas mal de critères. Donc, d'abord, il y a un critère très important au niveau de la stratégie en fait, de l'établissement qui s'appelle politique des droits des patients. C'est-à-dire les droits des patients, dans ce manuel, sont très importants. Est-ce que la stratégie de l'établissement doit prendre en considération ces droits des patients? Puis, tout le reste, donc ce chapitre est dédié à la prise en charge. Vous voyez qu'il y a le système de gestion des plaintes et de réclamations, l'évaluation de la satisfaction des usagers, la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance, le respect de la dignité et de l'intimité du patient, des sujets qui ont été aussi évoqués par Alain Michel, le respect de la confidentialité des informations relatives aux patients, le respect des libertés individuelles et gestion de mesures de restriction de liberté, le consentement et la participation du patient, donc le consentement éclairé qui aussi fait partie du dispositif de la loi Kouchner, l'information du patient en cas de dommages liés aux soins, ça c'est très important. C'est-à-dire, quand on est victime d'un accident ou d'un événement indésirable grave dans un établissement hospitalier, il y a une obligation de l'établissement d'informer en fait le malade, le malade ou sa famille de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il y a en fait un objectif et une vision assez intéressante derrière ce critère. Et puis la prise en charge de la douleur, la prise en charge aussi de fin de vie. Donc, dans la politique, juste, je voulais vous présenter comment chaque critère de ce manuel a été développé. Ils étaient développés en fait selon la roue de Deming, qui se base sur le prévoir, mettre en œuvre, évaluer et améliorer. Et donc, vous voyez, c'est pas très clair, mais en fait, là où j'entoure en vert, là, les patients sont informés de leurs droits et des missions de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. C'est le CRE qui est devenu CDU en fait. Et donc la CDU en fait joue un rôle très important donc, dans la loi, mais aussi dans le dispositif de la qualité et de l'accréditation français.
Un point quand même très important, parce qu'on parle de la gestion des risques aujourd'hui, j'ai voulu en fait mentionner le critère 9A, qui est le système de gestion des plaintes et des réclamations, qui nous demande en fait dans ce manuel d'avoir un lien entre le dispositif, ou une articulation entre la gestion des plaintes et des réclamations et le dispositif de signalement des événements indésirables. C'est-à-dire, les plaintes et les réclamations peuvent être source de donc, gestion des risques et de mesures en fait, correctives liées donc à des événements indésirables détectés par les plaintes des malades. Donc, voyez bien que la gestion des risques et les réclamations des malades doivent s'articuler. Ah. Il n'y a pas de rétrocontrôle sur les écrans. Pour finir, donc l'accréditation, comme je vous ai dit, c'est une démarche. Donc il y a l'auto-évaluation, l'évaluation externe. Donc derrière, les malades sont assez présents. D'abord par des indicateurs de performance liés à ces critères que je viens de mentionner dans le manuel, mais aussi à la mise en place des nouveaux audits qu'on appelle le patient traceur. C'est-à-dire aujourd'hui, on évalue la qualité des soins pas du point de vue en fait système ou par des entretiens avec les professionnels, mais aussi en prenant des cas vrais. Donc pour voir si ce qu'on fait comme qualité, sécurité et droit aussi s'applique sur ces malades qui sont souvent complexes et qu'on le suit à travers cette méthode qu'on appelle patient traceur. Donc ça fait partie aussi de cette démarche d'évaluation interne qu'on appelle auto-évaluation, parce que le patient traceur c'est une méthode qu'on peut l'appliquer dans les audits internes, mais aussi mais surtout, mais c'est une obligation même, dans les visites d'accréditation. Et puis utilisé par les pairs. Donc voilà, par des pairs, vous voyez en rouge, puisque vous voyez quand il y a une visite d'accréditation, ce n'est pas les experts visiteurs qui déclarent l'accréditation de l'établissement, mais il y a une commission qui déclare cette accréditation, c'est ce qu'on appelle la commission de la certification en France. Moi je préférais, comme Alain Michel l'a précisé, puisqu'on parle de l'accréditation à l'échelle internationale, je préférais l'appeler commission d'accréditation, et donc les associations des malades sont bien présentes. Donc, vous voyez que le malade joue un rôle très important dans ce dispositif de qualité, de sécurité, de gestion des risques, et aussi de droit des malades. L'avenir, donc, serait des questions, c'est des réflexions, hein, donc c'est pas des vérités, c'est pourquoi pas un jour on peut voir des experts visiteurs. Aujourd'hui, les experts visiteurs qu'on trouve, ce qu'on appelle les auditeurs aussi, ou le surveil, en fait en américain ou en anglais, ce sont souvent des soignants, des médecins et des gestionnaires d'hôpitaux. La question se pose pourquoi pas des patients, hein, de représentants des patients. Puis plus de visibilité des résultats de l'accréditation, dans le sens qu'aujourd'hui, comme il a bien souligné Alain Michel, en fait, pas qu'en France, hein, donc on voit par exemple beaucoup d'hôpitaux qui ont une accréditation JCI dans les pays du Golfe, mais au Liban ou ailleurs, mais le malade ne comprend pas, ne sait pas ce que ça veut dire JCI, ne sait pas ce que ça veut dire accréditation en fait finalement. Donc il y a un travail je dirais, de communication qui passera probablement par les associations des malades. Et enfin, une accréditation qui tient compte, qui tient compte en fait pas que d'une prise en charge hospitalière. Et ça, c'est la mode aujourd'hui, ce qu'on appelle l'integrated medicine, parce qu'on se rend compte que le malade n'est pas qu'à l'hôpital. Et il est à l'hôpital, mais aussi il sort de l'hôpital, il y a une prise en charge en dehors de l'hôpital, on cherche d'ailleurs une prise en charge en dehors de l'hôpital. Et donc l'idée c'est aussi de prendre en considération la qualité des soins dans la globalité du système, hein, donc qu'on offre aux malades. Et donc on tient compte de la médecine de ville, la médecine à domicile, voilà. Donc juste pour finir, ma petite expérience dans le monde
démarche de l'accréditation en général, et notamment dans les pays moyen-orientaux et du Golfe, à un moment on parlait beaucoup d'accréditation, vraiment beaucoup en fait. C'était une sorte de phénomène de mode. Tout le monde parle de l'accréditation. Et maintenant, quand je vais au Koweït par exemple, ou à Bahreïn, on ne parle plus de l'accréditation. Parce que c'est un effet de mode et on ne parle plus. Donc on a oublié. Et je pense que ce qui maintient ce dispositif pérenne, c'est le malade. C'est les associations de malades. C'est le dispositif en fait qui fait du malade donc un levier pour défendre cette démarche d'accréditation. Donc si la Tunisie a l'intention de développer une démarche d'accréditation, il faut prendre en considération un détenteur d'enjeux très important qui est le malade. Merci.